Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Retrouvez cette équipe, cette team tous les soirs à 22h37 sur Espace TV après le JT de la rédaction. Vous êtes du côté de Kissidougou, vous nous regardez à la télévision, donc merci de nous choisir. À la radio, vous nous écoutez à Kankan et dans tout le Nabaya sur 99. Vous le voyez à l'écran, notre invité, Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Crise à la Cour constitutionnelle, les contours d'une mobilisation générale des forces vives du pays se dessinent en Guinée. Partis politiques, organisations de la société civile et organisations socio-professionnelles font chorus déterminés qui sont à mener le combat pour sauver, disent-ils, une institution de premier ordre. Plusieurs actions de protestation sont annoncées dans le coin de la semaine ici à Conakry. Qu'est-ce qu'il en pense, Dr Ousmane Kaba, président du PADES? On va l'interroger dans un court instant. Revendication du SLEG portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens en faveur des enseignants de Guinée. Cette question ce matin, les propos du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, ont-ils été mal interprétés? On posera la question un peu plus tard à notre invité par téléphone qui n'est autre que M. Mamadou Dian Diallo. Il est conseiller en communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Avant de donner la parole à notre invité, allez-y Jacques, vous avez écouté Jean-Marc et Ousmane Gawal. Je ne vais pas être long, ce que j'ai écouté, je me dis tout simplement, j'ai le respect pour certains politiques bien sûr, mais je me dis que pour faire de la politique en Guinée, il ne faut seulement pas avoir honte. Parce que si vous avez honte, souvent vous avez du mal à vous décider, à prendre des décisions courageuses comme celles que Jean-Marc prend souvent. Oui, parce que il est parti de la mouvance présidentielle. Quand il est entré dans l'opposition, une fois à l'Assemblée, il est allé avec l'UFR. Et pourquoi il a quitté le groupe des Républicains? Parce qu'il est reproché à l'UFR justement d'être allé avec la mouvance présidentielle. Et si aujourd'hui il est à se décider de faire ce retour, je pense que tout naturellement, il n'y a pas à se poser beaucoup de questions. Il faut quand même relever un fait. Il y a une troisième, disons, un troisième parti politique qui est concerné dans cette crise. C'est bien sûr le BL, en raison du fait que pour ces communales, l'UFDG était avec le RDIG en alliance. Maintenant, il faut dire qu'il y avait un risque très énorme. Je crois à un moment donné, on a même eu ces discussions ici où on reprochait à Faya de tenter lui aussi d'aller avec la mouvance présidentielle. Donc, je pense que tout simplement, il n'y a pas que le RDIG qui a souvent envie d'aller avec la mouvance présidentielle. Beaucoup aiment y aller pour gagner quand même des opportunités, surtout en termes d'assises politiques. Bien. Et ça ne paye pas souvent. Bien. Dr Ousmane Kaba, bonjour. Oui, bonjour. Bon retour au Bercail. Merci beaucoup. Bien. D'entrée de jeu, avant d'aller au vif du sujet, on a l'actualité en ce moment, c'est la migration de nomadisme politique de Jean-Marc Teliano. Enfin, ce qu'on appelle le retour à l'allié traditionnel, c'est l'expression consacrée quand on veut changer de position politique en Guinée. Quel regard portez-vous, docteur, sur ce changement de situation à chaque fois de nos politiques? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente, ce manque de constance? Écoutez, moi je suis arrivé hier soir, je n'étais pas du tout au courant. C'est ce matin que je viens d'apprendre dans mon studio d'ailleurs. Mais j'ai écouté Monsieur Teliano, qui est mon frère et mon beau. J'ai senti beaucoup de frustration. Donc il faudrait absolument que l'on écoute réellement pour savoir qu'est-ce qui se passe et pour porter un jugement. Moi je pense que l'on doit suivre ses convictions. Je ne suis pas très très fort en combinaison politique. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de communal, etc. C'est ça. C'est ça qui est à la base. Hein? Donc j'attends d'avoir vraiment tout. Oui, quelle analyse vous faites de ce ping-pong qu'on observe souvent dans le comportement, dans l'attitude de certains leaders politiques? Non, je ne vois pas de ping-pong du tout. Je pense qu'il faut écouter les uns et les autres. Ne jetons pas l'huile sur le feu. Il y a 3 acteurs ici qui sont tous mes amis. Jean-Marc Teliano,
Mais en filigrane, il y a Fayam Limono, qui est un jeune très courageux aussi et qui se bat. Mais docteur, est-ce que vous ne faites pas dans la caresse? Est-ce que vous ne faites pas, est-ce que vous ne faites pas dans la dentelle? Non. Jean-Marc, pas du tout. C'est notre différence. Moi, je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas là pour commenter. Finalement, il faut d'abord que je prenne conscience de ce qui se passe, que j'ai tous les éléments pour porter un jugement. Et voilà. Moi, je voudrais vraiment... Vous n'êtes donc pas déçu? Sans commencer par Mandiana. Ça me tient à cœur. Bien. Oui, je voudrais présenter mes condoléances. Allez-y. Aux habitants de Mandiana. Nous comprenons ce choix. Voilà, parce que c'est tout à fait normal. Les jeunes ont manifesté parce qu'ils ont eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Je rappelle à chacun que ces manifestants sont tout à fait rationnels. Dans ce que nous appelons à l'université le marché politique, c'est les bulletins de vote contre les infrastructures, contre les biens publics en général. Et quand les gens demandent des infrastructures, c'est leur droit, parce que n'oubliez pas que Mandiana a voté à 97% pour le RPG Arc-en-Ciel. Je me sens concerné en tant que fondateur du RPG Arc-en-Ciel et je partage leur motivation, je partage leur désir et ils ont tout mon support. Voilà ce que je voulais dire à l'entame. Est-ce que vous êtes de ceux qui allaient se lever pour que justice soit faite, que ce ne soit pas sur l'autel de la politique politicienne qu'on arrangera la vie de ce jeune homme qui a été tué comme ça, comme un coq? Absolument, que ce soit lui, que ce soit les autres qui sont tombés lors des différentes manifestations, j'ai toujours demandé qu'il n'y ait pas d'impunité. En fait, c'est l'impunité qui est en train de gangréner la Guinée et qui met en péril la démocratie guinéenne et en même temps l'alternance en Guinée. Tout le monde est inquiet, je l'ai senti, je viens de l'extérieur, les Guinéens sont très inquiets pour 2020. Il y a eu quelques petites difficultés peut-être liées aux infrastructures routières. On a vu en image que le ministre Naïté pour l'instant, je pense, mis en place des mesures provisoires, mais les grandes gueules, de traitement de la route. Est-ce que pour vous, ça peut contenter la soif d'infrastructure des populations de Mandiana? Non, c'est pas Mandiana seulement, c'est tout l'intérieur de la Guinée. Nous avons tous les axes routiers qui ont des difficultés. On a de la peine à aller à Zérekouré, Kondé-Badou, tout ça. On a de la peine à aller à Kérouani. On a de la peine à aller à Kankan, à Sigiri, entre Sigiri et Bouré. C'est un peu partout. Allez-y à Gawal, vous aurez de la peine à circuler entre Kindia et Gawal. Mali Mbele qui risque d'être coupé de la Guinée aussi. C'est un problème général. Moi, je pense qu'il faut éviter de jouer avec ça. D'accord. C'est un problème sérieux sur toute l'étendue du territoire national. Les Guinéens ont soif d'infrastructures. Et ça fait 3 ou 4 ans que je le dis. Je l'ai dit à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce qui a valu d'ailleurs mon expulsion. Donc ce n'est pas du tout politicien ce que je dis, c'est ma conviction profonde. On ne peut pas faire le développement économique dans un pays sans mettre en place les infrastructures. Alors docteur, puisque ce n'est pas seulement à Mandiana, toujours en Haute-Guinée, il y a eu des manifestations par le passé à Kérouané, je crois à Sigiri aussi, on enregistre cela souvent. Jusqu'en 2015, vous étiez avec le RPG Arc-en-Ciel. Dites-nous ce matin, qu'est-ce que vous avez dit aux habitants de ces régions, des spécifiques, au point qu'ils aient envie, coûte que coûte, d'avoir des infrastructures plus que les autres? Vous-même, vous reconnaissez qu'il y a des problèmes un peu partout dans le pays. D'abord, la question est très tendancieuse, je m'excuse. C'est pas parce que moi je l'ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route. Ce n'est pas que vous l'avez dit. Je voudrais savoir ce que vous leur avez dit. Les promesses, elles étaient... Ce n'est pas de savoir ce qu'on a dit. Aujourd'hui, il est très difficile de voyager en Guinée. Dans toutes les régions naturelles de la Guinée, vous avez des difficultés. Si les ponts ne sont pas coupés, les routes sont impraticables. Et il y a des villes qui sont complètement isolées, dont la ville de Mandiana. Il y a des villes qui ont beaucoup de peine. Les voyageurs ont beaucoup de peine à circuler. Donc c'est une réalité qui crève les yeux de tout le monde. Ce n'est pas une question de déclaration du Dr Ousmane. Ce que j'ai dit par contre, c'est qu'il y a très longtemps... Je parle du RPG Arc-en-Ciel. Quand j'ai dit vous... Demandez aux gens du RPG Arc-en-Ciel. Moi, vous y étiez jusqu'en 2015. J'ai été même fondateur. Alors, j'ai été expulsé justement. Alors ma question c'est de savoir, en tant que militant de ce parti politique, je ne parle pas en tant que responsable de ce parti politique à l'époque, qu'est-ce que vous aviez dit
aux gens de Mandiana, de Kerouané, en tout cas de la Haute-Guinée, de spécifique au point qu'ils soient aujourd'hui en colère contre le parti au pouvoir. Écoutez, les promesses vous avez laissées là-bas. Effectivement. Non, la mouvance, à l'époque, la mouvance présidentielle a promis de faire les infrastructures. À chaque campagne électorale, c'est ça qui se passe. Les gens de Mandiana ne se révoltent pas parce qu'il n'y a pas de route. Ils se révoltent parce qu'on les a promis des routes qui n'ont pas été réalisées. Donc il faut faire la part des choses. C'est parce que cela avait été des promesses de campagne qui n'ont pas été tenues. Première chose. Deuxième chose, si j'ai été expulsé du RPG Arc-en-Ciel, c'est parce que justement j'ai insisté sur ces infrastructures. J'ai insisté sur les barrages à l'intérieur de la Guinée. Aussi bien en forêt qu'en Haute-Guinée, j'ai toujours insisté qu'il y ait des micro-barrages et de l'électricité. J'ai toujours insisté qu'il y ait des routes. Ça n'a pas été le cas et c'est la raison pour laquelle j'ai divorcé avec le RPG Arc-en-Ciel depuis plusieurs années. Vous avez divorcé et avec... le temps nous donne raison parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle le marché politique, c'est les bulletins de vote contre les biens publics. Ouais, à l'époque, on se souvient bien, docteur, vous étiez, permettez-moi l'expression, le monsieur chinois du gouvernement, puisque vous vous occupiez de tout ce qui est Chine. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Pourquoi l'État a-t-il des difficultés à réaliser certains projets bénins? Ouais. Pourquoi? Comment explique-t-on cela? Justement, pour enchérir, quand on prend le cas de la route au Kankan-Mandiana, et il faut se rappeler que c'est le chef de l'État en personne qui est venu poser la première pierre pour la construction de ce tronçon long d'une 80aine de kilomètres. Au même moment, il avait lancé Kankan-Kissidou. Mais plusieurs années après, docteur, que ce gouvernement soit incapable, cette gouvernance à laquelle vous avez appartenu, soit incapable de réaliser ce minimum d'infrastructures au bénéfice de populations quand même qui vous ont porté en triomphe. Que même dans la capitale, cela que même dans une capitale qui a des difficultés à circuler. Comment explique impossible de circuler concrètement? Il faut écouter, poser la question et écouter la réponse. Allez-y. Si, on a soif. D'abord, vous avez posé une question fondamentale. Je vais prendre un tout petit peu de temps avec votre permission. Allez-y, nous vous écoutons. Pourquoi ce gouvernement a eu des difficultés d'infrastructure? Parce qu'au départ, nous les économistes, nous avions dit aucun pays ne peut financer les infrastructures de base avec son propre budget. Il faut emprunter à l'extérieur. Et le gouvernement, dans la réalité, a privilégié le financement sur BND des infrastructures. Je me rappelle encore, en 2012, j'étais conseiller à la présidence, j'ai attiré l'attention du président de la République pour dire la dimension des investissements ne peut pas être contenue par le budget national. Donc on a perdu beaucoup de temps à vouloir tout financer avec nos propres ressources. Lorsqu'on a compris les conseils de Dr Kaba, il était déjà un peu tard, parce que vous savez, le financement, ça prend du temps. Lorsque vous avez plusieurs investisseurs, plusieurs bailleurs de fonds, chaque bailleur de fonds a ses conditionnalités propres. Il faut faire ce qu'on appelle les conditionnalités croisées. Il faut avoir une administration compétente et qui n'est pas corrompue pour augmenter ce que nous appelons la capacité d'absorption d'un pays. Voilà les problèmes qui se sont posés. Donc, prenons garde. La prochaine fois, prenons des gens qui savent ce qu'ils veulent faire et qu'un État n'est pas une école. Voilà, prenons des spécialistes. Et vous pensez que c'est le cas, en ce moment? Vous pensez que c'est le cas? Donc maintenant, c'est un peu difficile parce que le gouvernement a des limites et qu'il n'arrive pas à mobiliser l'ensemble des ressources. Nous avions pensé, et c'est ce qui sans préjudice de la corruption ambiante, le fait qu'on fasse des marchés gré à gré, eh bien, ça ne facilite pas le décaissement des différents bailleurs de fonds. On a pensé qu'avec la Chine, ça allait être plus facile, docteur Kaba. La Chine, ces accords chinois, vous y aviez contribué bien avant cet accord cadre bien avant que ce soit suivi par... J'ai tellement contribué que j'ai envoyé le financement de Caleta. N'oubliez pas, j'ai envoyé le financement des fibres optiques. Donc, je connais très bien ce dossier. Est-ce que le salut de nos infrastructures peut venir donc de la Chine, qui est moins regardante sur ces conditionnalités liées à la corruption et autres. De la Chine et des autres bailleurs de fonds. Il ne faut pas oublier que nous avons nos bailleurs traditionnels aussi. Le Fonds cohésien, les Français, les Américains, la Banque mondiale, etc. L'Union européenne. Tout le monde finance la Guinée. Encore une fois, écoutez ce que je vous dis. Oui. Si vous voulez avoir des financements, beaucoup de financements en un temps record, il faut qu'il y ait des appels d'offres. C'est très important.
Quand on fait des marchés gré à gré, ça réduit la capacité d'absorption parce que les bailleurs de fonds rechignent à donner leur argent. C'est très simple. Il ne faut pas un seul bailleur de fonds, il faut un peu tout le monde. Nous avons nos bailleurs. C'est ce qui nous amène à parler d'ailleurs du port. Il a dit quelque chose tout à l'heure, il dit que le gouvernement n'est pas une école. Est-ce que vous voulez dire qu'on met des gens qui ne sont pas à la hauteur pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées? Est-ce que c'est le cas, par exemple, est-ce qu'on pourrait lier cela, par exemple, à ce qui se passe au niveau du port? Parce qu'on nous apprend qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres international et nous avons vu l'amateurisme qui a caractérisé, qui a entouré tout ce processus, notamment les deux dames qui ont signé, comme on appelle, au nom de tout l'État guinéen, parce qu'on n'a pas vu le ministère des Finances, le ministère du Budget. En tout cas, il n'y a que ces deux dames-là qui ont signé ce port, cette concession non moins importante qui engage tout le peuple de Guinée. La deuxième question, je veux vous ramener sur le terrain politique. Les élections communales ont été organisées depuis le 4 février. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on n'arrive pas à installer les exécutifs communaux. Il y a beaucoup d'alliances qui sont en train d'être faites et ça suscite beaucoup d'engouement. Notamment, on a vu le départ de Jean-Marc Tiliano de l'UFDG. Où est-ce que vous en êtes? Vous êtes de quel côté? Est-ce que vous allez avoir des alliances? Comment cela se passe à votre niveau au PADES? Écoutez, commençons par les questions sérieuses. Le port. Pourquoi c'est sérieux? Parce qu'un port, c'est le poumon économique d'un pays. Ce n'est pas n'importe quel bien public, c'est la porte d'entrée et de sortie de la Guinée. C'est vraiment le fondamental. On ne peut pas négocier un port en secret. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire des négociations privées pour un bien public. Très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les négociations qui concernent le port auraient dû se passer au grand jour, avec tous les interlocuteurs, toutes les parties compétentes, notamment tous les cadres du ministère de Transport, tous les cadres du port, les conseils économiques de la présidente de la République, l'Assemblée nationale. En fait, l'élite doit être associée à ces négociations parce qu'elles sont fondamentales. Voilà le gros problème. Je n'ai pas, moi, lu le dossier, mais je sais qu'il n'est pas clair parce que s'il était clair, il aurait été discuté par toutes ces parties et il n'y a aucune raison de cacher des négociations, une concession. Une concession, c'est des avantages que l'on concède. Quels sont ces avantages? Qu'est-ce qui est concédé? Voilà, quelle est la souveraineté de la Guinée que l'on doit laisser contre des investissements massifs? Quel est le timing de ces investissements massifs? Quelles sont les obligations qui y sont attachées? Voilà beaucoup de questions qui n'ont pas encore été résolues et on ne peut rien vous dire parce qu'on n'a pas étudié le dossier. C'est un dossier fondamental. Donc moi je dis que la forme est défaillante, pour commencer. Et que si c'était transparent, ça veut dire que tous les Guinéens pourront participer, évidemment, à travers les gens les plus qualifiés, les gens les plus autorisés à cette négociation. Voilà où est le problème. Le fait que les travailleurs du port restent mobilisés contre cette convention de concession. Il y a le leader syndical des travailleurs du port qui est en détention, donc qui va être jugé. Et comment vous comprenez tout cela, toutes ces agitations? Écoute, ce ne sont pas des agitations, ce sont des revendications légitimes. Quand vous travaillez quelque part, vous avez intérêt, vous avez obligation de savoir qu'est-ce que vous allez devenir. Lorsque les Guinéens s'inquiètent de leur devenir, ce n'est pas de l'agitation, c'est une revendication légitime. Ceci dit, faisons de telle sorte que les débats politiques ne soient pas des débats de personnes. Et il ne faut pas faire des attaques personnelles parce que ça noie le débat. Mais le fait de faire arrêter Cheikh Touré et de l'emprisonner pour des raisons de diffamation contre le chef de l'État et contre son fils Mohamed Alpha Condé. Ce que je dis, vous pensez que c'est une volonté d'éteindre toute voix discordante? Attendez, ce que je dis, c'est que M. Touré ne devrait pas s'attaquer à la famille du chef de l'État. Les débats politiques ne doivent jamais être des débats personnels. Il faut oublier ces attaques personnelles. C'est pas bon parce que ça noie l'essentiel des questions que l'on discute. Ceci dit, le fait d'incarcérer M. Touré ne fera qu'ajouter à la confusion.
ne fera qu'ajouter à la frustration. Selon vous, quelle démarche donc l'État, on ne peut pas. Quelle est l'approche que l'État devrait engager face à cette situation, quand on sait quand même que les travailleurs du port autonome, sont déterminés à lutter pour entrer dans leurs droits, et l'État mordicus s'accroche à ce document mystique, finalement. Je crois qu'il faut rattraper ce qu'on peut rattraper. Il faudrait que la concession soit sur la place publique, à l'Assemblée nationale, dans tous les départements, avec tous les conseillers et tous les cadres qui sont capables d'apporter quelque chose. Voilà, c'est ça qui devrait être fait. Et ce n'est pas trop tard. Alors, mais pour cela, il faut qu'on soit dans une atmosphère apaisée. Pas besoin de résilier directement, mais il faut revoir les clauses, revoir la procédure. Il faut regarder déjà le contrat. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas me prononcer sur le contenu. Ce qui m'embête, c'est la forme. D'accord. Voilà. Allez-y, Jacques. Vous allez peut-être revenir à la deuxième question de Yero tout à l'heure, mais Yero a posé. C'était sur le côté politique, mais je voudrais revenir encore sur le port. Je veux peut-être une analyse plutôt politique, économique, parce que il y a quelques moments, on faisait croire que la dame avait fait des prouesses au niveau du port. Mais du côté du ministère des Transports, on nous apprend qu'il y avait urgence, il fallait tout de suite aller vers la signature de cette concession. Est-ce que, puisque vous avez vu les recettes, j'imagine, lors de la loi, de la session budgétaire, est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il y avait effectivement urgence, il faut aller vers une concession au niveau du port? D'abord, je ne vois pas où est l'urgence. Je ne vois vraiment pas où est l'urgence de signer la concession du port. Ce n'est pas parce qu'on a signé que la situation des recettes publiques va changer du jour au lendemain. Je pense que ça, c'est plutôt de la manipulation. Voilà. Moi, je suis un économiste. J'ai l'habitude de regarder les papiers pour voir quels sont les avantages et les contraintes de la Guinée dans n'importe quel accord, ce qui n'est pas encore fait. Donc, il faudrait le faire. C'est indispensable. On ne peut pas négocier en cachette. Un bien public aussi important que le port autonome de Conakry. Voilà. C'est ce que je dis, et je dis que les travailleurs ont raison de s'inquiéter de leur avenir. Ce n'est pas seulement leur avenir, c'est l'avenir de la Guinée dans sa totalité qui se joue encore aujourd'hui. Bien. Alors, voilà. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, notre invité ce matin. Alors, j'ai oublié, je m'excuse. La deuxième question, sur la non-installation Sur la non-installation, voilà. Si vous vous rappelez ici, au lendemain des élections, j'avais dit ici qu'il fallait annuler ces élections. Parce que j'ai vu que l'ampleur de la fraude était telle que ces élections sont inopérantes. C'est-à-dire que l'électeur n'est pas du tout, sa voix n'a pas été prise en compte. Parce qu'il y a énormément de fraude. C'est ce qu'on est encore en train de gérer aujourd'hui. Et j'avais dit à l'époque que ça allait nous coûter un peu plus cher, mais que ce serait moins cher que l'instabilité politique. Voilà, a posteriori, j'ai bien raison, nous sommes encore dans ce débat-là. Ça a mené tellement de difficultés. Regardez ce qui s'est passé à Kindia. Et là, j'en profite pour dire qu'il ne faut pas que les Guinéens se laissent manipuler par des soi-disant problèmes ethniques. À Kindia, il faut le savoir, le problème, il est d'abord politique. C'est parce qu'il y a eu un arrangement politique entre les partis qu'il y a difficulté. Ce n'est pas des propos ethniques qui posent le problème, mais c'est l'arrangement politique. Voilà. Donc, faisons attention. Ne soyons pas manipulés par les hommes qui veulent opposer tout le monde en Guinée. La Basse-Côte, les gens de la Basse-Côte, c'est les plus hospitaliers dans toute la Guinée. C'est les plus ouverts dans toute la Guinée. Donc, évitons de créer des tensions inutiles parce qu'on veut masquer les problèmes d'arrangement politique. Bien. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, d'ailleurs, deux questions. La première, toujours sur cette crise liée aux élections communales. Il a été dit qu'au retour des pèlerins de la Mecque, on allait procéder à l'installation des exécutifs communaux. D'ailleurs, cette annonce du gouvernement a porté un discrédit et une malédiction sur nos pèlerins qui ont eu du mal à regagner Conakry parce que beaucoup ont dormi à la belle étoile et ont été vidés de leur hôtel. Est-ce que c'est un argument, à votre avis, qui tient la route? Parce que c'est quand même Bourema Condé qui a tenu ses propos. La deuxième question, c'est l'autre crise plus importante et sérieuse à mes yeux, la crise qui mine la Cour constitutionnelle. Vous avez vu toute l'actualité autour, qu'elle est face à l'objet donc d'une motion de retrait de confiance de la part de 8 ou 7 conseillers. Alors dites-nous, quelle analyse vous en faites?
D'abord, la première question, je pense qu'il faudrait demander au ministre Brema Condé lui-même. Moi, je ne commente pas ce qu'il a dit. En tant qu'économiste, je ne vois aucun lien entre le pèlerinage et les délégués communaux. Enfin, ça... Vous pourrez lui poser la question. Je ne suis pas journaliste pour commenter ce genre de Les grandes gueules. le ministre. Par contre, vous avez posé le problème fondamental de la Cour constitutionnelle. C'est un problème sérieux. Pourquoi il est sérieux? Parce que, vous savez, lorsqu'il y a un gros soupçon de manipulation de la Constitution. Alors, quand il y a ce gros soupçon de manipulation de la Constitution, lorsque le gardien de cette Constitution, qui est la Cour constitutionnelle, a des problèmes, il faut y prêter attention. Moi, j'ai estimé, d'un point de vue politique, que c'est la première étape de la manipulation constitutionnelle. Ce n'est qu'une première étape. Si cela se passe, parce que j'ai écouté les spécialistes du droit constitutionnel, les juristes de la Guinée, notamment le professeur Zogolemo, pour qui j'ai un grand respect, et qui a dit, bien sûr que les gens de la Cour constitutionnelle ont élu leur président, ça ne leur donne pas le droit de le destituer. S'il y a des délits, il faut que ces délits soient constitués et que ces délits soient jugés au niveau de la Cour suprême. Donc il y a la procédure qui est à respecter, qui n'a pas été respectée. De l'autre côté, on nous parle plutôt de motion de défiance, comme si on était à l'Assemblée nationale, et ce ne se trouve pas ni dans la Constitution, ni dans la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle. Donc, moi, j'estime que ce n'est qu'une première étape pour déstabiliser la Constitution guinéenne. Selon vous, c'était... Et pour empêcher l'alternance démocratique qui est déjà inscrite dans la Constitution. Qu'allez-vous faire, docteur? Est-ce que vous allez vous joindre à toutes ces organisations de la société civile, les organisations socio-professionnelles, d'autres partis politiques qui sont en train de s'organiser pour, dans le cadre d'actions de protestation, pour sauver cette institution et la Constitution guinéenne? Je viens juste d'arriver. Nous allons avoir des réunions au niveau du parti pour nous prononcer là-dessus. Mais je peux vous dire déjà ma position, c'est que je supporte la stabilité de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est cette stabilité qui est le garant de l'alternance politique en 2020. C'est aussi simple que ça. Mais oui, conseiller, c'est quand même un grand nombre au sein de cette Cour constitutionnelle. Ce n'est pas parce que le nombre est élevé qu'ils ont raison. Oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce que la crainte est donc à un niveau très élevé quand on sait que cette institution est tellement importante dans le futur de notre pays? C'est de cela que je parle. Je dis que c'est très grave parce qu'on a une déstabilisation programmée. Et ce n'est pas parce qu'il y a 8 personnes d'un côté que ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Les textes nous disent que s'il y a infraction, s'il y a crime, cela doit être constaté par la Cour suprême parce qu'on ne peut pas se faire justice. On ne se fait pas justice soi-même. Alors, même si on est juge. Alors, docteur, il faut porter le fait à une autre instance qui devrait délibérer sur la question, prouver la véracité des faits qui sont reprochés. Et en ce moment-là, on prend les mesures qui s'imposent. Mais on ne se réunit pas parce qu'on est 8 pour voter. Et c'est pas parce qu'on a voté pour le mettre là qu'on doit voter pour l'enlever. C'est pas ce que disent les textes. Donc il faut être très prudent. Et vraiment, sur ce point-là, je prends l'avis du constitutionnaliste le plus qualifié de la Guinée. Alors, autrement, est-ce qu'on ne peut pas voir le problème sur l'angle qui est soutenu par les frondeurs, notamment qui reprochent à M. Kelefa Sall sa gestion? Je le dis parce que ce n'est pas la seule institution à connaître ce genre de crise. Il y a eu l'INIDH, il y a, je crois, c'était en 2016. Il y a eu la HAC aussi. En tout cas, les institutions qui ont été mises en place connaissent souvent des problèmes de gestion. Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi le problème de ce côté-là? Premièrement, les problèmes de gestion, les problèmes de gestion, c'est dans toute la Guinée, pour commencer. Et deuxièmement, supposons que cela soit vrai. Il faut que ce soit constaté par d'autres partis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut respecter la forme. Là, je ne prends pas du tout la défense de M. Kelefa Sall parce que c'est M. Kelefa Sall. Je ne suis pas partisan. Ce que je dis, il faut respecter la loi. Et la loi nous dit que s'il y a infraction, s'il y a délit, cela doit être constaté par la Cour suprême. Et lorsque cela est fait, en ce moment, on prend les mesures qui s'imposent
Voilà, on ne peut pas être à la fois juge et partie. Fut-il des juges. Bien. Alors, docteur Ousmane Kaba, président du PADES, notre invité ce matin. Docteur Ousmane Kaba, ce qui inquiète, c'est que ces conseillers tiennent à installer le 27 prochain, jeudi donc, un autre président de la Cour constitutionnelle. Il y a déjà beaucoup de réactions au niveau de la société civile, notamment. Il y a des manifestations qui sont prévues. Ouais. Il y a également beaucoup de partis politiques qui veulent s'associer, comme on appelle, à cette mobilisation sociale. Mais à votre avis, à supposer que ces conseillers décident de passer à la vitesse supérieure et d'installer ce nouveau président, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que le PADES propose comme solution? Si les conseillers le font, c'est qu'ils ont décidé de déstabiliser la Guinée, de déstabiliser la Cour constitutionnelle, donc de déstabiliser la Constitution. Vous pensez qu'ils sont manipulés dont par ils sont le palais? Pourtant les gardiens. Ils sont les gardiens de la Constitution. Vraiment, j'en appelle au centre des responsabilités de chacun. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu faute dans la gestion. Ce que nous disons, c'est qu'il faut respecter les procédures. C'est aussi important en droit, la forme est tout aussi importante que le fond. On ne se rend pas justice. S'il y a eu un problème, il faut que ce problème soit constaté par une autre cour, la Cour suprême, qui sont aussi des juristes assermentés. Bien. Et je sais de quoi je parle, puisque la Cour suprême a débouté le gouvernement contre le PADES. Ouais. Donc, ils ont l'habitude de dire le droit. Bien. Voilà. Allez-y, Roby. Dr Ousmane Kaba, Monsieur Kassory Fofana est seul désormais porteur de la clé de la primature de notre République. 100 jours, ça sert à analyser les premiers pas de ce gouvernement. Ça sert à mettre le cap, l'orientation pour les actions futures. Alors, selon vous, au regard de la situation actuelle, est-ce que pensez-vous que Monsieur le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a mis les caps du développement? Quelle analyse fait-ce qu'il va dans la bonne direction? 100 jours, est-ce qu'il va dans la direction souhaitée? Donc, disons que ça nous change de primature passée déjà. Parce qu'il y a au moins une volonté affichée de faire quelque chose. Il y a un caractère. Ça, c'est déjà pas mal. Quel caractère? Maintenant, la détermination dans ce qu'il fait, le Premier ministre. Nous avions eu beaucoup de Premiers ministres ici que tout le monde attaquait parce qu'ils étaient complètement amorphes, ils n'avaient même pas d'opinion. Oui. Voilà, donc c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, ceci dit, est-ce qu'il a pu amorcer le développement économique de la Guinée? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit capable de le faire tout seul. Il faut qu'il y ait une volonté partagée par tout le monde et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a eu des actes qui sont passés, il y a des actes que je ne partage pas, notamment en ce qui concerne l'électrification de Kankan ou de la Haute-Guinée. Il a dit que le Chinois est mort. Eh bien, le PADES a décidé de ressusciter le Chinois. Il faut le savoir, nous avons cette capacité. Comme Jésus-Christ l'a fait, nous aussi. On a ressuscité le Chinois et on va mettre l'électrification en place. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on électrifie toute la Guinée. Voilà. Donc, il a fait ce qu'il peut. Qu'est-ce que vous retenez? Mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, cette histoire des enseignants. Il a réagi en économiste en disant non, je ne peux pas avec 8 millions, cela aura tellement de répercussions sur le budget de l'État, ce n'est pas tenable dans le contexte actuel, ça met en péril les équilibres macroéconomiques. Ça, c'est l'approche purement économique. Mais il faut écouter les autres. Il faut retourner sur la table de négociation. Moi, je suis enseignant. Je sais que les enseignants souffrent beaucoup dans ce pays parce qu'ils n'ont pas là où grapper de l'argent. C'est des gens qui passent le temps avec la craie pour former la génération future. Ils ont des difficultés, les salaires sont bas. Il faut s'asseoir avec eux, les écouter et dire voilà ce que le budget peut supporter. Mais on ne peut pas renvoyer d'un revers de la main les revendications des enseignants. Justement, voilà. Pendant que donc vous nous tendez la perche sur ces propos, ces déclarations du Premier ministre concernant ce point de revendication du SLEG, on va revenir donc sur ce que le Premier ministre a dit. C'était il y a quelques semaines derrière, donc dans une émission à la télévision nationale. Est-ce que ces propos ont été sortis de leur contexte? Est-ce que ces propos ont été mal interprétés? Je propose de réentendre Dr Ibrahima Kassory Fofana. L'un des représentants du SLEG aurait dit qu'il n'exige pas forcément les 8 millions. Je suis heureux
Donc c'est ouvert à discuter de comment on peut améliorer les conditions de vie du secteur de l'éducation. Mais en tout état de cause, il n'est pas possible, il faut dire la vérité aux Guinéens, qu'on puisse donner 40% d'augmentation de salaire sur un exercice budgétaire et qu'on revienne pour dire il faut augmenter encore. Pourquoi? Les bailleurs de fonds nous regardent. Le PNDS dont nous parlons, c'est 60% seulement des ressources qui viendraient du gouvernement. L'essentiel, je dis 40%, et même, l'essentiel vient des bailleurs de fonds et du secteur privé. Si on ne fait pas d'effort, un effort d'autodiscipline et de pertinence dans nos décisions, nous décourageons les gens. Comment voulez-vous un budget de l'État qui est soutenu à 30% par l'extérieur, vous allez ouvrir des dépenses dans des procès, parce que évaluer 8 millions de francs plus des salaires de base, ça veut dire que le fonctionnaire guinéen ou l'instituteur guinéen est mieux payé que l'instituteur français. C'est ça en termes de salaire de base. C'est pas possible. Alors c'est pas crédible et ça mettrait le pays en difficulté parce qu'on n'a pas les moyens de faire cela. Quand souvent on dit, j'ai dit aux gens, c'est pas négociable, ce n'est pas de l'arrogance, c'est peut-être la manière de le dire est incorrecte, mais l'évidence, s'il y a des choses qui ne sont pas négociables, on ne peut pas négocier aujourd'hui 8 millions de salaires de base pour la Guinée, on n'a pas ces moyens-là. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.